Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'OW. C'est un nouveau format, on va l'appeler l'aventure du temps, parce que je suis un poète apparemment. Donc on va l'appeler comme ça, et vous allez comprendre au fur et à mesure, j'espère, de l'émission et du format pourquoi on l'appelle comme ça. L'idée, c'est de faire venir des gens du milieu de l'horlogerie, discuter de montres en fait, tout simplement. C'est juste, voilà, des passionnés d'horlogerie qui discutent, mettre un peu aussi donner de la crédibilité, de la visibilité aux créateurs de montres sur Internet, parce que je pense qu'aujourd'hui, la vraie création autour du monde de l'horlogerie se passe sur Internet, et les médias traditionnels ont un peu délaissé cet aspect-là. Donc les vraies nouveautés, etc., c'est sur Internet, c'est ici, c'est surtout sur YouTube. Et en parlant de YouTube, je reçois comme premier invité Julien de Remontre. Bonjour monsieur. Eh bien, bonjour monsieur Dylan. Mes hommages. Très cher. Mes hommages. On se connaît déjà. Julien qui va nous parler de son parcours, comment il est arrivé dans l'horlogerie, qu'est-ce qu'il a piqué, où il en est aujourd'hui, et surtout les tool watch, tout ça, parce que c'est un peu aussi l'idée, c'est de discuter de tool watch. On va pas trop parler de dress watch, c'est pour ça qu'on est au milieu de la forêt, et c'est pour ça que c'est sur la chaîne de W, l'idée c'est de parler de tool watch et de montres qui tabassent un peu. Et les montres militaires, ça parle à Julien, l'histoire de W, tout ça, donc on va pouvoir avoir pas mal de trucs à aborder. Déjà, comment t'es arrivé dans le monde de la montre? C'est quoi ta première expérience, on va dire, horlogère? Alors, ma première expérience, c'est quand j'étais tout petit. C'était certainement pour apprendre l'heure, parce que forcément, les montres digitales, il y en avait pas mal dans les années 90. Ouais. Bon, Ah, c'est fin clair, des années 80, je dirais même que je savais lire l'heure. Je juge pas. Tu juges pas, ok. C'est sympa. Et donc en fait, il fallait que j'apprenne, mes parents m'ont obligé à apprendre à lire l'heure de manière analogique. Normal, ouais. Donc ils m'ont acheté une première montre, mais j'ai adoré l'objet, le concept. J'ai très rapidement réussi à lire l'heure. Ok. Donc bien avant mes gosses. Ok. Parce qu'ils ont mis des années, mais ils savent maintenant. Ouais, regardez pas la vidéo les enfants. Non, surtout pas. Ils ont appris à 18 ans, bon bah chacun son truc. Et oui, encore c'est pas top. Hein. Ils mettent du temps, ils sont comme ça. Ouais, mais c'est leur génération. Après, ils regardent l'iPhone. Ouais, c'est leur génération, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. C'est ça. Et du coup, c'était une flic-flac. Ok, ouais, normal. Voilà, donc la base. Normal. Donc, voilà. Donc c'est ma première montre, c'est une montre suisse. Alors je veux dire un truc, c'est très marrant parce que j'ai eu une interview il y a 3 jours avec le magazine Passion Montre qui est publié, c'est un supplément du soir en Belgique. Et elle m'a demandé ce que c'était ma première montre et je lui ai dit obligatoirement une flic-floc, la flic-flac c'était obligatoirement ça. Je dis je me rappelle pas précisément mais c'était obligatoirement ça. Elle a dit ah oui c'est vrai, j'ai dit je pense qu'à un moment donné il y a une génération où on a tous eu ça en première montre. C'était le truc pour apprendre l'heure quoi, il y avait le frère, la sœur, flic et flac et puis heure, minute. Et ça coûtait que dalle, c'était joli, c'était mignon, c'était parfait pour les enfants, t'en trouvais partout aussi, c'était vraiment trouvable et c'était parfait pour les gosses effectivement, ouais c'est vrai ça. Donc, mais c'est marrant tu vois, comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et tu vois comme quoi ça a démarré tout. Toi, la passion. Ouais, bah oui, effectivement. Et après, le fait d'avoir un objet, alors j'ai toujours eu, même j'allais à l'école, j'avais toujours une montre, alors t'es un petit peu différent, des fois t'es d'analogique, un peu plus sport. J'ai même eu une montre pour les aveugles. Tu sais, t'appuyais, il te disait l'heure. Ah, je me rappelle de ça, je me rappelle de ça. Tu sais, ça faisait ting, je me il est 8h et je 22 minutes. Mon père en avait une, parce que pareil, il est pas aveugle non plus. Hein. Après, première expérience de montre un peu sérieuse, même si bon, ça veut tout dire et rien dire. Alors, sérieux, je dirais plus attention, on va faire attention à la marque. Ouais, voilà. Un peu plus tu te renseignes, on va dire. Tu te renseignes un peu plus sur la marque, le procédé, etc. Alors bon, on n'avait pas accès à l'époque, j'avais pas internet. Bon, je suis passé dans les boutiques, je regardais, etc. Et en fait, c'est un vendeur qui nous a conseillé que mon père il voulait m'offrir une montre pour mes 18 ans. Ok. Donc là, elle nous parlait de Swatch, voilà, c'est une montre, c'est pas très cher, etc. C'est connu, c'est suisse. Donc ma première montre, on va dire, entre guillemets, un petit peu plus haut de gamme, et d'une marque connue, c'était Swatch. Voilà, donc c'était Swatch métal, je sais plus comment, je crois que ça avait un nom, c'était marqué en fait sur la lunette, il y avait marqué Swatch je vois pas. Quelque chose, tu vois pas? Non. Moi non plus parce que je l'ai explosé la montre depuis. Moi j'en ai eu plein d'autres. Bah forcément, oui. Voilà. Swatch, c'est une vraie entrée aussi. Hein. Moi mon père avait une collection de Swatch. Alors c'était que des designs, hein, il n'y avait pas de complications, etc. C'était vraiment des montres à quartz les plus basiques possibles, mais avec beaucoup de, des couleurs, des trucs pas possibles, des bracelets en plastique avec des impressions. Enfin c'était n'importe quoi Swatch dans les années 80-90. Et je me rappelle du coup la collection de mon père me marquait beaucoup. Donc je me disais c'est cool en fait les montres, tu vois. C'est un truc. Mais à l'époque je voyais même pas ça comme un truc pour lire l'heure. Je crois que Swatch ils ont vraiment réussi à faire passer la montre dans quelque chose de très mainstream.
tout en étant très accessible et faire quand même des produits de qualité parce que c'était pas non plus c'était pas les pires montres possibles. Évidemment, t'allais pas plonger dans l'océan avec. Tu faisais pas une session surf avec. Tu disais j'ai une montre suisse. En plus, c'était suisse, ce qui était quand même pas rien. Et encore aujourd'hui, Swatch, à l'exception de quelques modèles dont je tairai le nom. Swatch, c'est très correct et pour moi, c'est un peu le pendant suisse de Casio, de dire c'est une façon de rentrer dans le monde de l'horlogerie où c'est pas parce que les montres sont chères qu'elles sont bien et c'est pas parce que tu mets de l'oseille dans une montre que c'est une montre sérieuse et vice versa. C'est pas parce que tu mets pas d'oseille dans une montre que c'est pas une montre sérieuse. Moi, ma première vraie grosse montre sérieuse, c'était une Rangeman de chez G-Shock. La verte. Exactement. C'est ma première montre vraiment où je me suis renseigné. Là il y avait internet pour le coup, mais c'est la première montre où je me suis renseigné, où j'ai passé vraiment du temps à choisir entre plusieurs modèles, à dire pourquoi celle-là plus que celle-là. J'étais ambulancier à l'époque, c'était celle qui avait le plus de fonctionnalités qui fonctionnaient pour moi, tu vois. Donc c'était vraiment, je comprends le truc de, je me renseigne sans que ce soit forcément une montre, un truc à 20 000 €, c'est pas ça, mais tu te renseignes déjà, je pense à partir du moment où tu commences à faire des démarches, c'est que tu rentres un peu dans le monde de l'horlogerie, et c'est là où tu commences à être piqué normalement. Et c'est là où après c'est foutu. Ouais, mais moi j'ai mis du temps après à être vraiment piqué. Ok. J'adorais ça en fait, le but c'était pas forcément d'avoir une marque précise, d'avoir un mouvement précis. J'avais que des quartz. Ça m'a mis du temps que des quartz. Je pouvais avoir du digital, du machin. Moi c'était l'objet qui me plaisait, il y avait quelque chose, je le mettais au poignet, je dis ouais super, il me la faut. Je la prenais, j'alternais toujours entre 2-3 montres, donc une un peu plus habillée, toujours avec un bracelet cuir, pour moi c'était une montre habillée pour sortir. Et après sinon toute la journée j'avais souvent des montres avec du silicone en termes de bracelet. Et toujours du chrono, tu sais, faut que je me chronomètre, faire un truc, le sport, etc. Et c'est plus vers, en fait c'était mon premier mouvement automatique, vraie montre, c'était une Oris Artelier Skeleton. Et ça je l'ai eu pour mes 28 ans, donc c'était il y a... Dis pas, t'es pas obligé de dire. T'es pas obligé de dire. Il y a un petit moment déjà. Et c'est là que oui, ça m'a vraiment piqué. Enfin c'était un petit peu avant parce que je commençais vraiment à me renseigner sur les montres. Et au bout d'un an... Oris très solide. J'ai obtenu l'Oris, très, très solide comme première marque de montre automatique. J'avais vu ce qui était bon. Oris très solide pour rentrer dans le monde de la montre. Je pense que ça fait partie de ces marques. Je le cite souvent sur les interviews, les podcasts et tout. Les montres, les questions toujours de qu'est-ce qu'on achète comme première montre sérieuse, qu'est-ce qu'on achète en tool watch en plus, et qu'est-ce qu'on achète à moins de 2000 balles quoi grosso modo. Et à chaque fois je dis Zin, Oris, OW, pour moi c'est le espèce de triptyque là de montre où déjà si tu mets la première montre où tu mets 1500 balles dedans, c'est beaucoup d'argent pour quand tu commences à mettre de l'oseille à ce point là. C'est vraiment un vrai investissement et il faut que ta montre elle dure un moment quand même. Donc c'est pour ça que moi je dis toujours acheter des tool watch en premier, parce que au moins celle-là vous mettez 1500 balles dans une montre, si c'est une tool watch qui est reconnue, encore une fois Zin, OW, Oris, il y a quand même des marques à citer. On les garde. Tu sais que tu vas la garder toute ta vie. Ça. Et après le reste, après derrière tu peux acheter, si tu veux une dress watch etc, tu peux, parce que tu as déjà la tool watch dans ta collection, celle-là tu vas la garder, c'est ton premier investissement. La première montre que tu achètes où tu mets de l'oseille, elle a quand même une valeur sentimentale qui est particulière. Non mais c'est sûr. Et du coup si tu le mets dans une montre, une Oris par exemple, qui a quand même fait ses preuves, je pense que... c'est là que ça m'a vraiment piqué. Je comprends. Cette montre-là, vraiment, c'est ce qui m'a fait m'intéresser un petit peu trop au départ au monde, parce que là, t'as qu'une envie, c'est en avoir d'autres. On devient débile. On devient complètement débile. C'est un truc de fou. L'horlogerie, c'est... Catastrophe. Il y a plein de milieux, moi, qui me passionnent, mais l'horlogerie, tu deviens débile. Tu dis, il n'y a pas de... C'est déraisonnable. En fait, c'est ça, c'est déraisonnable et il n'y a pas de limite. En fait, moi, je me suis dit, j'aurais une montre et ça suffit. J'aurais l'Oris terminé, on arrête, ça y est, elle est superbe, elle est parfaite. C'est tous dit ça. L'horlogerie, peu importe, tu auras toujours envie d'en avoir plus. Tu deviendras de plus en plus renseigné, malheureusement, dans le mauvais sens du terme, j'ai envie de dire. Tu vas découvrir des trucs, ta première montre tu l'achètes, tu t'es renseigné quand même, mais tu vas redécouvrir des trucs. D'après la deuxième montre, tu vas dire ah oui, mais là je viens de découvrir qu'en fait les mouvements COSC existent, je voudrais une COSC, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. C'est ça. Et ça s'arrête plus. Ça s'arrête jamais. Moi, ma première montre mécanique c'était une OWC 1000, voilà, donc comme quoi, c'était ma première montre mécanique. Je l'ai toujours, elle est toujours en forme, elle a pris des stars, celle-là laisse tomber par contre.
Et elle est toujours là. Elle est partie à l'aventure. Ah, elle est partie à l'aventure, ouais. Elle est bien partie à l'aventure. Je suis tombé dans un... Je la raconte souvent cette anecdote, mais je pense que c'est pas mal représentatif de ce que c'est justement, je vous disais, une tool watch qu'on garde toute sa vie. Je suis tombé dans une crevasse qui devait faire 2-3 mètres de haut en Laponie. Je suis tombé vraiment sur le bras, littéralement. Je mettrai des images d'illustration d'ailleurs dans cette vidéo. Donc j'avais le bras tout bleu, tout le côté, les jambes, tout était bleu. Je suis tombé vraiment sur le poignet et sur le bras, sur un rocher. La montre avait pas une rayure, tu vois. Et vraiment, j'étais dans un pire état que la montre. Alors que quand je suis tombé, ah ouais, non mais vraiment, je me suis réveillé, je suis un peu dans le coltard, je me suis dit, je pense que la montre est explosée, je pense que mon bras est cassé. Alors mon bras était pas cassé non plus, mais j'ai pas trop bougé le bras pendant 3 semaines, quoi. Mais par contre, la montre effectivement était en pleine forme, le cristal, même pas une rayure, rien que dalle. Et ça, du coup, c'est bien parce que elle a elle a du vécu. Elle a des histoires à raconter, cette montre, et c'est pour ça que si vous achetez une première montre un peu sérieuse, achetez une tool watch qui vous tiendra et qui aura des histoires à raconter dans 10, 15, 20 ans, ça c'est quand même cool, tu vois. Parce qu'en fait on n'a pas peur de les mettre, ces montres. Il y a ça aussi, c'est que avoir peur de mettre une montre, pour moi c'est dommage. C'est le truc final, ça. Moi les gens qui vont à la plage et qui mettent leur Submariner dans leur sac pour mettre une G-Shock pour aller se baigner, moi ça me... Ouais. Ça me glace, et je le dis, ça me glace, parce que c'est quand même des... Bah ouais, t'as une des plongeuses les plus iconiques de la planète, mais tu vas même pas me nager avec. Elle est faite, et puis les gens, oui mais le sel, oui machin... Ah non, elles sont faites pour. Elles sont faites pour. Elles sont faites pour, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez passer... avec la C1000 justement pareil, j'ai passé 2 semaines sur le kayak à descendre la Garonne. Du coup avec... souvent la main dans l'eau quand même, tu vois, avec souvent... Il y a moins de sel. Ouais, il y a moins de sel, mais il y a beaucoup de merde, hein, et la montre, enfin je veux dire, elle est très bien, enfin c'est pas... Elles sont faites pour... En fait, elles sont plus résistantes que nous, hein, dire, oui, non, sans problème. C'est des outils hors normes, et ça vaut pour la Submariner, etc., donc c'est bizarre les gens qui les utilisent pas. Comment tu passes donc de Flic-Flac, de Oris, et j'en passe, à lancer cette montre que tu as au poignet et dont tu vas nous parler? Alors, déjà, j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a... Oui, il y a la chaîne YouTube entre les deux, en 2021. C'est vrai qu'il y a la chaîne YouTube. Ça fait 3 ans et demi. En fait, c'est un peu lié. Ah oui, c'est 2021. Ouais. Ça passe, un peu, ouais. Ouais, ça trace, ouais. Okay. Et même le projet, il est de 2022. Ouais, ça aussi, ça met du temps. Cette année, ça met du temps. Bon, ça, c'est un peu plus normal. Ouais. Mais c'est vrai que, 2021, et en fait, pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que j'avais pas changé de montre. Ok. Ça devait faire 6 mois, non, je sais pas. Ok. Bon, bref, je me suis dit, voilà, j'avais regardé une émission avec Joao et toi, en fait. Ok. Je savais même pas ça. C'est la genèse. Okay. C'est la genèse. Okay. Et tu parlais justement des montres et tout, d'aventuriers, ouais. etc. Quand on parle c'est vrai ça a été cool cette émission avec Joao. On s'était bien amusé à la faire. Bah j'imagine, une bonne ambiance et tout. Moi je m'étais pris de l'émission et j'ai commencé, je l'ai regardé jusqu'au bout du coup. Et t'as parlé à un moment donné d'une marque française, donc Charlie. Ouais. Voilà, avec Charlie Paris et la Concordia, hein, qui était parti avec Mathieu, voilà, avec Mathieu Torder, qui avait fait l'expédition en Antarctique. Ouais. Et du coup, en fait, t'avais expliqué ça et ça m'avait séduit. Je connaissais la marque, hein, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? What the fuck? Ouais, parce que Charlie Paris, c'est pas du tout ça à la base. T'as une cigogne, t'as marqué Charlie. Un peu des trucs fashion. Je croyais que c'était une montre de chinoise. Ça fait montre de marché un peu. Hein. Ouais, montre de marché et qui se faisait passer pour des Français. C'est vrai que ça faisait un peu montre fashion. Et ça faisait montre fashion victime un peu. Que t'achètes à Carrefour, quoi. J'ai pas trouvé ça fou, et puis du coup, bon, c'était dans mes suggestions, puisque je vais pas mal sur des sites de montres, forcément. Donc, l'algorithme. Et quand je suis passé, tu as parlé de Charlie, je dis, mais c'est pas les autres. Je dis, ah ouais, d'accord. Et là, toute l'histoire, ça m'a fasciné. Je suis allé sur le site, j'ai regardé, et j'étais prêt à commander donc la deuxième version qui allait sortir. Ouais, tout à fait. Donc c'était avec le STP 1-11 de l'STP Production, là, le mouvement. Pas ouf. Là, ils sont passés chez Soprod. Non, pas dingue. Ils sont passés chez Soprod. Oui, ils ont compris. Ça. Oui, le step-up est assez énorme, ouais, effectivement. Ouais. Mais voilà, en fait, c'est parti de là. Okay. Et donc, ça a mis du temps. Personne n'en parlait. Je ne trouvais rien d'autre à part ton émission, sauf une émission qui était au Vietnam, je crois. Un mec qui en parlait, je comprenais rien. Je voyais juste les images. J'ai dit bon, mais tant pis. J'ai vu des mecs qui parlaient des montres, mais c'est juste sans montrer leur visage. Vraiment des trucs très simples. Et j'ai commencé comme ça. Alors, c'est des vidéos qui sont plus du tout sur la chaîne, parce qu'au début, c'était vraiment à titre, tu sais, comme si j'étais sur un forum, mais plutôt en vidéo, en disant voilà, il y a cette montre, etc. Donc je mettais quelques images, j'avais acheté quelques bracelets en attendant de recevoir la montre, ça a mis plusieurs mois. Et du coup, je commençais à avoir des gens qui commençaient à s'intéresser, etc. Et puis j'avais commandé, après j'ai voulu carrément montrer mes montres, etc. Et après j'avais fait un truc un peu sympa avec ma soeur, on avait bien rigolé, en forêt, on faisait des trucs, tester les montres. Bah voilà. Comme ici un peu, tu vois. C'est ça, c'est bien. Et puis un jour, il y en a un qui me dit ah, vas-y, monte ta tête, ça serait cool, tout, tu me parles. J'ai dit bon, allez, je me lance.
J'ai fait un essai, ça a marché, j'ai comparé la Concordia Ouais. avec Rolex. Ouais, oui, Voilà, je vois cette vidéo. Incomparable normalement, mais moi j'ai voulu comparer. Oui, mais c'est bien, puis bon. Et ça a marché, c'est là que ça a pris, les gens ont rigolé, il y en a qui trouvaient ça un peu bizarre, d'autres qui ont compris que c'était fallait prendre ça à la rigolade, et puis en même temps on parlait de montre, il fallait y aller en mode détente. Et puis depuis j'ai enchaîné, Ouais. et ça s'est fait comme ça. Donc j'ai fait des rencontres. Ah oui, forcément. Et puis tu as développé ta chaîne. J'ai développé la chaîne. T'as combien d'abonnés là? Là je suis à 13 000 et quelques. Bah voilà. Et c'est régulier, ça arrive. C'est très propre. Hein, là j'ai ralenti un peu la production de vidéos, j'en fais encore. Hein. Oui, mais bon. Mais il y a un autre bébé. Voilà, il y a un autre bébé, donc là on y vient. Voilà. Donc c'est donc ma marque de montre, Radial, voilà, que je développe en partenariat. Je travaille en fait avec le concepteur des Vasco Watch, Ouais. donc Benjamin Chanfeuil. Et oui, Vasco, c'est une marque de montre 24 heures bordelaise. Voilà. Et même française, parce qu'il n'y a que eux qui font que du 24 heures. Oui, c'est vrai, d'ailleurs c'est vrai. 100% 24 heures. C'est vrai, ouais. Et ultra sympa. Ce gars est un Oui, génie. c'est des bons gars, c'est des très bons gars. Non, mais c'est des bons gars. Parce qu'en fait, moi je voulais quelque chose, parce que je travaille dans le milieu aéronautique, je suis pilote, j'ai pas mal d'expérience dedans, et j'ai toujours aimé les montres d'aviation. Donc j'ai voulu démarrer, je me suis dit, si un jour je devais sortir une marque, ce serait une montre d'aviation. Puis après... de fil en aiguille. De fil en aiguille, je me suis retrouvé à fonder une marque. Voilà. Ni vu ni connu. Ni vu ni connu, et d'ailleurs très bientôt, ou si c'est pas déjà fait, le site internet il est déjà ouvert. Hein, je pense que ce sera déjà fait quand ça sortira. Ça sera déjà fait, je pense, radialwatch.com. On mettra évidemment les liens dans la description de la chaîne YouTube et du site. D'ailleurs il y aura un Kickstarter mi-octobre, je sais pas quand ce sera la vidéo, mais mi-octobre, ça devrait le Kickstarter sera en route. Voilà. Et ben voilà, donc préparez-vous. Ouais, vous avez un peu... c'est quoi les specs? Qu'est-ce que tu... Alors les specs. C'est quoi l'idée de la montre? L'idée de la montre, c'était proposer une montre d'aviation, donc montre de pilote, mais sans tomber dans les stéréotypes et tu vois, le côté un petit peu trop... tu vois, trop typique de la montre d'aviation. C'est vraiment les gros cadrans. Ouais. Enfin, on en reviendra sur le cadran, mais oui, non, mais les figures là, les grosses couronnes, le truc hyper épais. Alors soit on tombe sur un truc qui ressemble à du IWC, hein, donc très bien, mais bon, on va laisser on va laisser IWC ce que fait IWC, hein, ça sert à rien de tomber là-dedans. Il y a d'autres marques qui font un peu pareil. Bon, oui, Lowa et compagnie. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Ou alors on tombe carrément sur une montre type Belleros. Donc là tu vas arriver carrément, ça ressemble à un instrument. Ouais, moi j'aime pas. Après, les goûts, les couleurs. Hein. Voilà, j'avoue que Belleros. En tout cas, ils ont marché. Hein. Ça... bravo. Tout le monde connaît, hein. Je dis Belleros, tout le monde connaît. Bravo eux. Radial, pour l'instant, on connaît pas trop. Dégueulasse, mais bravo eux. Hein. C'est un coup de génie marketing. Ouais, c'est sûr. Je t'assure, les instruments de bord dans mon avion, oui, non, c'est exactement ça. Par contre, c'est vrai. Tu le ressors, tu mets, c'est ça. Ouais, mais j'allais dire, c'est comme Hublot, c'est un coup marketing de génie, tout le monde connaît aussi, c'est pour ça que c'est joli. Bon, bref. Voilà. Bon, en tout cas, moi je suis arrivé, j'avais une envie d'une montre. Alors avec un calibre suisse, je voulais intégrer déjà un Sellita SW200, c'est celui que j'ai dans les Oris, c'est celui que j'ai dans ma Tudor Royale. Ça a fait ses preuves. Hein. C'est un truc. Là en réglage, si votre horloger le règle bien, vous êtes à 0 secondes, plus ou moins 2 secondes par jour. Et puis dans 50 ans, vous pourrez... Le rapport qualité-prix est canon. Rapport qualité-prix, la durabilité, l'histoire, enfin tout. Voilà. Moi il me fallait ce mouvement-là. Le problème c'est que bon, ça monte un petit peu les tarifs. Je pourrais plus tomber sur du Miyota. Bon, je suis resté chez Sellita et je voulais absolument que tout soit assemblé en France. Tu vois, tout conçu ici à Bordeaux et tout assemblé à côté de chez moi. Voilà, je veux avoir main mise sur la production, je veux savoir comment, voilà, de A à Z, je veux voir le truc. Le cahier des charges, c'était une montre qui soit pas trop grosse, mais en même temps, en un coup d'œil, que tu puisses lire l'heure en un coup d'œil, voilà, sans rester dessus. Si on reste dessus, c'est qu'on regarde la montre. Oui. Il y a de quoi faire, hein, mais voilà, le but c'était ça, c'est d'avoir une montre très lisible, de beaux contrastes, et puis une particularité qu'on ne trouvera pas forcément ailleurs, quoi. Même si on reprend des codes esthétiques des montres d'aviation, je voulais quand même une montre qui soit tu vois, un petit peu original. Donc ça commence par l'intégration déjà d'une lunette. Et donc la lunette, là, la première originalité, hein, c'est qu'en fait elle est en deux parties. Alors c'est une seule et même pièce, mais tu as une partie extérieure qui va rappeler un petit peu des réacteurs, donc elle est striée. En fait, quand on regarde de très près les stries, c'est carrément des tout petits trucs assez fins comme ça. Et c'est pour rappeler les réacteurs du coup. C'est pour rappeler un peu le tour du réacteur, mais c'est très léger, hein, mais voilà. Et après l'ouverture, alors l'ouverture, je voulais un grand cadran. Donc on a l'impression que c'est une grosse montre, c'est vrai, comme ça. Et en fait, elle fait que 39 mm de diamètre. Bah, comme une OW d'ailleurs, pour ceux qui ont des OW. Voilà, mais si on la met par exemple à côté d'une OW, on va avoir l'impression visuellement que. Tout à fait. Mais une fois que tu la mets au poignet, tu as vu comme elle tombe. Elle est parfaitement centrée, etc.
Corne à corne a l'air... Corne à corne, il a l'air gros. Non, justement, je trouve qu'il a l'air très correct. 46. Ouais, voilà. Bon, alors on est sur du 46 mm, donc compact. en fait, normalement, un poignet standard. C'est censé aller à tout le monde, ouais. C'est censé aller à tout le monde, et c'est surtout ça, il y a un posé, ça a permis en fait d'avoir un posé sur le poignet qui soit optimal, et la montre passe sous une chemise. Ouais, bah ça, ouais. Voilà. Et pourtant, j'ai un verre un peu dômé. Ouais. Et en plus de ça, le Celitas W200, c'est pas le plus fin des mouvements, quoi. Non, clairement pas. Et la prouesse, c'était réussir. Donc, cahier des charges, c'était très chiant. C'est pour ça que ça a duré longtemps. Hein. C'est très très long à développer. Il fallait que ce soit du 200 mètres. Ok. Voilà, j'ai dit, moi, c'est une aérienne, mais si je tombe dans la flotte, je vais pouvoir nager et avoir l'heure. Voilà. Ouais, puis ça, je l'ai dit, moi, des centaines de fois. Je conçois pas une montre sans une vraie étanchéité. Une tool watch, quelle qu'elle soit, peu importe son objectif d'utilisation, que ce soit une pilote, que ce soit, peu importe, s'il n'y a pas d'étanchéité, pour moi, c'est pas une tool watch. J'en démordrai jamais de ça, c'est un truc. Et j'ai un gros souci avec la Omega Speedmaster par rapport à ça, qui du coup est pour moi une des meilleures montres de tous les temps, mais qui a pas d'étanchéité. Enfin, si, mais 50 mètres, c'est pas d'étanchéité, quoi. Pas assez, ouais. Et c'est pas possible pour une tool watch. Le principe d'une tool watch, c'est pas juste qu'elle puisse, par exemple si c'est une plongeuse, qu'elle puisse supporter l'eau en plongée. Si c'est une aérienne, qu'elle soit lisible. Le but d'une tool watch, c'est qu'en fait elle résiste à tout, tout le temps, partout, et que tu puisses la porter 24 heures sur 24 à ton poignet sans jamais te poser la question est-ce qu'il va y avoir une couille ou pas. C'est le seul truc important pour moi sur une tool watch, c'est tu l'as au poignet, elle te donnera l'heure quand tu veux, n'importe où dans le monde, et peu importe. Donc l'étanchéité, du coup, pour moi, c'est le truc numéro 1 dans le cahier des charges. D'accord. Tu peux pas cocher autre chose. Pour moi, vraiment, et puis quand on a développé la montre en partenariat avec OW, que je suis en train de tester le proto, la montre pour ma prochaine expédition, je pars en expédition polaire. Normalement, je suis pas trop confronté à l'eau, tu vois. Voilà, il y a pas de, à part la neige qui tombe, l'humidité et tout. Ouais. Voilà, mais je suis pas confronté à l'eau. J'ai pas besoin de 1000 mètres de résistance à l'eau. Si on est factuel, une montre justement, une Omega Speedmaster suffit. Le simple fait que la boîte soit fermée et soit un peu étanche, ça suffit. Sauf que, encore une fois, je veux pouvoir la porter n'importe où, n'importe quand, sans jamais me prendre la tête. Donc j'avais dit, on garde ce qu'ils avaient fait sur la C1000, on garde ça, et on garde une étanchéité à 1000 mètres, on garde une montre en fait à laquelle il peut rien arriver. Et je m'en fous si je suis pas confronté à l'eau ou quoi, parce que le but c'est que moi déjà je puisse la porter en expédition, mais que les gens qui achèteront la série, en fait, ce soit la tool watch ultime et sans étanchéité. Moi c'était le truc numéro 1, voilà. Donc je comprends la démarche. Voilà, c'est un peu sur ce principe-là que j'ai voulu faire la montre aussi. Je me suis dit, bon, 100 mètres c'est bien, mais on voit beaucoup quand même de montres à aviation, on va dire, type aviation. Alors c'est plus une tool watch, on va dire, qui a des codes esthétiques d'aviation. 100 mètres c'est le strict minimum, effectivement, et 200 tu passes un peu... 200 tu commences à être dans les domaines, alors il n'y a pas de lunettes de plongée, hein, mais tu commences à être dans les domaines de la montre de plongée. Donc déjà... la Baltic Aquascape c'est de 200 mètres, hein, par exemple. Ouais, oui, et la Oris Diver à 100 mètres. 100 mètres, ouais, bon, no ça comment. c'est un peu... là, no comment, hein, là je comprends pas. J'aime beaucoup Oris, ce que je disais, mais appeler, enfin limite le nom, hein, je veux dire c'est une diver, c'est dans le nom, tu mets 100 mètres d'étanchéité, c'est une dinguerie pour moi. Ouais. Pour moi, ça n'a aucun sens, vraiment. Alors d'un point de vue réglementaire, je crois que c'est le minimum. Ouais, c'est ça. Mais aujourd'hui, on peut facilement. Personne, voilà. Et puis en plus, c'est pas comme si 200 mètres c'était difficile à avoir pour une marque comme Oris. Voilà. C'est pas une révolution de mettre 200 mètres. La montre serait à peine plus épaisse. Hein, donc j'ai réussi, donc Oris. Voilà, donc merci Oris de faire un effort là-dessus. Et du coup, oui, donc. Elle a permis aussi, voilà. Alors c'était posé aussi, donc toutes les formes et tout, toi, c'est un peu, tu vois pas ça partout, ce genre de forme. Le but, c'était que ça se cale vraiment au poignet. On a l'impression qu'elle est ultra fine. En fait, elle fait en tout, déjà, elle est pas très épaisse, elle fait 11,7 mm. Ok. Et le fait de, le dessin, il a été fait de manière, on a recommencé pas mal de fois quand même. Ok. Mais en fait, le but, c'est que ça passe sous une chemise. C'est-à-dire qu'en fait, la montre, on réfléchit plus à se dire, je vais dans l'avion, je la mets, ok, mais par contre, je rentre, je veux faire un plouf dans la piscine, ou même en mer. Hein, j'ai testé partout. Ouais. On se dit pas, je vais l'enlever. Ou alors, je pars en soirée, je vais enlever la montre. Okay. Non, ça passe sous la chemise. Vous pouvez plonger avec. Bah voilà, et une tool watch. C'est une tool watch en fait. Mais c'est vrai qu'elle a des codes, elle a quelques codes de dress watch aussi avec il y a un peu de poly. Ouais. Donc effectivement sur les aiguilles, sur les aiguilles, les index aussi, il y a du poly, effectivement. Donc il y a quand même un côté. On a un chanfrein, tu vois, c'est brossé sur les côtés, mais on garde quand même un chanfrein le long de la carrure. Il y a un côté, effectivement, tu peux la porter en soirée sans souci. Après, moi je dis ça. Bon, tu mets toujours même montre, même en soirée. Toujours une OW au poignet, moi, donc je peux avoir une Astrocron épaisse comme ça, même en costard, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est. Bon, déjà, je me mets jamais en costard. Vraiment, comme ça. La définition de chemise pour moi, c'est ça. Donc, c'est ça, bûcheron. Donc ça passe sous la manche d'une chemise, c'est bon. Mais effectivement, pour les gens qui veulent se saper un peu, vous partez, vous pilotez. Le soir, il y a un petit gala parce que, bon, vous savez, il faut rendre hommage, je sais pas moi, à votre officier supérieur. Elle passe quand même sous la chemise. C'est ça. Voilà, la classe. Non, mais
uniforme. C'est nickel. Moi je suis content d'avoir du travail qu'on a fait. Aussi pareil pour la couronne, alors je voulais une couronne qui soit bien dimensionnée, mais pas surdimensionnée, on voit ça partout. Je voulais que quand on la pose, qu'il n'y ait pas de problème au niveau du poignet, que ça appuie pas trop sur le... Donc là elle est assez contenue, on arrive quand même à la choper. Et il y a quand même des protèges couronnes. Elle est vissée. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut en fait pour avoir une bonne tool watch en fait, mais qui soit élégante à la fois, quoi. Bon, on verra pas le fond. Oui, fond, ça sera pareil. Ça sera toujours comme ça, moi. Je suis pas convaincu moi aussi sur une tool watch de l'utilité de voir le fond. Après le fond est original. Oui, le fond est quand même bien. Il est sympa, mais voilà, il n'y a pas 36 000 choses dessus. Je suis pas sûr que ça ait de l'intérêt. Voilà, de toute façon, voilà. Sans vouloir dénigrer les fonds ouverts et les gens qui aiment ça. Hein. Mais je suis pas sûr que bon. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on fait une montre, c'est qu'on la fait comme nous on a envie qu'elle soit. Je suis pas encore tombé dans un truc, et j'espère ne jamais tomber là-dedans, un truc marketing où on dit là c'est la mode de ci, on va partir là-dessus. Je vais proposer un produit qui soit à mon image, original, auquel tu crois, solide, auquel je crois. Où j'ai même pas à m'inquiéter sur quoi que ce soit au niveau qualité, et robustesse Non, franchement, c'est pour ça qu'on reçoit Julien en premier d'ailleurs dans l'émission, c'est parce que ça ressemble beaucoup à la démarche de W. De dire on fait des montres, on surfe pas sur la tendance, tant pis, et on fait des montres avec l'ADN qu'on a envie d'insuffler dans la montre, et on se dit pas ah oui mais en ce moment c'est vrai que c'est la mode de tel truc. L'idée c'est sortir un produit auquel tu crois, ça finit par prendre. Moi, je suis assez persuadé de ça. Et du coup, surtout, voilà, un premier modèle, surtout, je pense, quand tu lances ta marque, dire faut que mon premier modèle il me ressemble. Parce qu'après, si tu sors plusieurs modèles, si ça marche bien, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Te dire mon premier modèle il m'a ressemblé, donc les gens qui sont là pour la marque et qui ont acheté la première montre ne seront pas dépaysés sur les prochaines. Enfin, tu vois, créer on sera toujours sur la même ligne directrice. Voilà. Tu vois, il y aura une cohérence dans la marque, il n'y aura pas 36 modèles, ça sera des modèles permanents qui vont peut-être évoluer avec le temps. Mais j'ai déjà tout en tête. J'imagine, ça malheureusement. J'ai une vision sur pas mal de temps. Oui, ça c'est le. Oui. Voilà, mais je vais prendre mon temps. Quand la montre va sortir, j'aurai aucun doute. Là, vous allez recevoir quelque chose qui sera complètement abouti. Il n'y aura pas un doute sur des détails esthétiques. S'il y a des détails esthétiques qui ne sont pas aimés, c'est une question de goût. Oui, voilà, bon, ça c'est encore autre chose. Voilà, c'est subjectif. Et le prix ? Le prix, ça sera à partir bracelet cuir, on a des rayures français, le Rocher, ou alors du silicone. Donc ça, ce sera à 795 €. Donc et après avec le bracelet intégré métal, donc il y aura 3 points de micro-réglage. Et là on sera sur du 895 €, sachant qu'en Kickstarter sera beaucoup moins cher. Oui, évidemment. Voilà, donc on sera à partir de 599 € en Kickstarter. Donc là, ça vaut vraiment le coup parce qu'on est sur une montre assemblée en France avec un Sellita dedans, SW200. Il n'y a pas trop de concurrence, surtout que ça me coûterait presque moins cher de le faire en Suisse. Ce que j'allais dire, Parce qu'à partir du moment où on est français et qu'on veut mettre du suisse, la question peut se poser à savoir est-ce qu'on oui, parce qu'il y a les infrastructures, il y a vraiment Swiss made. Il y a toutes les infrastructures quoi. C'est vrai qu'en France c'est un peu plus compliqué. Mais moi, en fait, c'est moins compliqué pour moi, ça me coûte légèrement plus cher en production, etc. En organisation, c'est un peu plus compliqué, mais j'ai tout à côté. Voilà, j'ai mon horloger, il est là, le moindre chose, je suis là. Donc c'est pour ça que Julien était le premier invité de l'émission, parce que ça connecte pas mal sur les idées d'OW, mes idées à moi. On se ressemble beaucoup sur l'idée qu'on a d'une montre et l'idée qu'on a du développement d'une montre aussi. Et c'est pour ça que ce qu'il a voulu faire avec sa radiale, c'est un peu ce que moi j'ai voulu faire avec la S90 qui sortira en temps voulu. C'était de dire on fait un cahier des charges, on fait pas de compromis, on y va à 100%. Et ça fait plaisir et on surfe pas sur les tendances ou je sais pas quoi. La montre elle a une utilité et il faut que ce soit une vraie tool watch dans l'ADN, dans la sincérité aussi du développement de la tool watch, et pas juste surfer sur le fait de dire maintenant il faut faire une plongeuse, il faut ci, il faut ça, enfin voilà. On fait une montre en laquelle on croit, et ça c'est quand même extrêmement important. Merci beaucoup, Julien. Merci, très beau mot de la fin. Merci, merci. Et puis, merci à vous d'avoir suivi ce premier épisode de l'aventure du temps. Merci à tous, à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.